Le 21 août 1921, vers 21h30, la police va recevoir un appel très inquiétant d'un voisin habitant dans un appartement près de la gare d'Osbanov, à Friedrichshain. Il aurait entendu des cris très stridents avant un énorme fracas chez son voisin et est très inquiet puisqu'il pense qu'il s'est passé quelque chose d'horrible dans cet appartement. En arrivant sur les lieux, la brigade de police est obligée d'enfoncer la porte puisque l'occupant ne souhaite pas leur ouvrir. Lorsque l'intérieur de la maison se dévoile, la police assiste à une scène d'horreur, sanglante, et ils sont très loin d'imaginer ce qu'ils vont découvrir par la suite. Cette scène tragique au creux d'un appartement va débloquer une affaire qui traîne sur les bras de la police depuis quasiment 3 ans maintenant, et surtout faire éclater l'horreur. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle de faits divers mais pas que, des faits divers liés à l'humain, aux animaux, mais également à la planète maintenant. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à aller faire un tour sur ma boutique en ligne. Je fais des créations fait main, des tableaux, des plateaux, faites-vous plaisir. Tout est fait par mes manos dans mon petit atelier. Sur ce, installez-vous confortablement. La vidéo, je sais pas encore si elle va être longue, j'ai 4-5 pages de notes, donc normalement, oui maintenant je prends plus mon iPad. Je préfère écrire, j'ai mal aux mains mais je préfère écrire. Je trouve que ça rentre mieux dans ma tête. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'histoire du jour. Notre histoire prend place en Allemagne cette fois-ci, dans l'Allemagne d'après-guerre, puisqu'on vient de passer la Première Guerre mondiale. Et c'est donc le soir du 21 août 1921 qu'un voisin va téléphoner tout simplement à la police à cause de cris entendus dans l'appartement situé à côté du sien. La police va donc se rendre sur les lieux sous ordre express de leur supérieur et se rendre du coup à un appartement situé près de la gare d'Osbanov. Lorsqu'ils arrivent sur les lieux, la police va tenter tout simplement déjà de faire ouvrir l'appartement à son propriétaire, locataire plus précisément, tambouriner à cette porte, mais aucune réponse, personne leur ouvre et c'est un silence glacial qu'ils entendent. D'après les dires du voisin, il s'est passé quelque chose de dramatique à l'intérieur de cette pièce, de cette chambre, puisque c'est un appartement chambre-salon, donc tout petit. Ils ont toutes les raisons de penser que quelqu'un est en danger ou a été en danger récemment, c'est pourquoi ils vont tout simplement défoncer la porte. Lorsque l'intérieur de l'appartement se dévoile aux yeux des enquêteurs, la vision est glaçante. Un homme se tient devant eux, grand, entièrement nu, mais surtout recouvert de sang. Dans sa main, l'homme tient une tasse qu'il approche lentement de sa bouche tout en fixant d'un regard vide les enquêteurs. C'est à ce moment-là que l'enquêteur a un réflexe plutôt intéressant et surtout qui va pouvoir bien servir par la suite, c'est de s'approcher rapidement de l'homme et de lui faire tomber cette tasse au sol et de la briser. Il empêche l'homme de boire son thé. Enfin en tout cas c'est ce qu'on croit à ce moment-là. Pendant ce temps-là, son collègue fait le tour rapidement de l'appartement pour constater l'ampleur de l'horreur. Le problème c'est que l'appartement est plongé dans le noir. Il est 21h30, c'est un tout petit appartement seulement éclairé d'une simple lampe à gaz. Autant vous dire que l'ambiance est plus que glauque. Très rapidement, malgré l'atmosphère pesante mais également le peu de visibilité que l'enquêteur a dans cette pièce, il va être saisi par l'horreur qui se trouve sous ses yeux. Une jeune femme d'une trentaine d'années est allongée sur le lit de cet homme. Elle est ligotée et le sang encore frais continue de couler le long de ses blessures, principalement situées au niveau de l'abdomen. Quand le policier la découvre, il s'approche lentement d'elle pour au moins essayer de savoir si elle est toujours en vie, puisque l'incident s'est déroulé il y a quelques minutes. Donc il va pouvoir prendre son rythme cardiaque et va faire un bond en entendant un bruit sourd juste derrière lui. En se retournant vers l'origine de ce bruit, il se rend compte que dans le palier, à la porte d'entrée, un homme est au sol, allongé. Il s'agit tout simplement du voisin qui les avait appelés et qui était curieux de voir ce qui s'était passé, donc s'était approché de l'appartement. Et en voyant cette scène devant lui, n'a pas réussi à le supporter et est tombé dans les pommes, tout simplement devant la porte d'entrée. À ce moment-là, l'homme locataire de cet appartement est évidemment menotté, arrêté pour meurtre, forcément. Il tente de se défendre un peu comme il peut en hurlant, avec beaucoup de ferveur son innocence, en disant que cette femme a tenté de le voler
et que c'est pour ces raisons-là que ça a viré au drame, qui peuvent regarder dans sa chaussette, il y a de l'argent. Le deuxième enquêteur s'approche de la victime et regarde dans ses chaussettes imbibées de sang et voit une liasse de 300 marks. Ça leur paraît quand même très gros aux enquêteurs, mais dans tous les cas, on ne fait pas justice soi-même pour un petit vol. Donc l'homme est arrêté et emmené tout de suite à la brigade de police. Et à ce moment-là, c'est au tour de l'équipe médico-légale d'entrer en scène, d'entrer sur les lieux du crime pour pouvoir relever des preuves, analyser la scène de crime, pouvoir en donner plus de détails aux enquêteurs et leur donner matière à travailler. À ce moment-là, justement, le contenu de la tasse que l'homme essayait de boire à l'arrivée des enquêteurs va être analysé et on va se rendre compte qu'à l'intérieur de celle-ci se trouvait du cyanure, tout simplement. Donc l'homme, à ce moment-là, a tenté de mettre fin à ses jours en avalant du cyanure. Donc le réflexe du policier a permis au criminel de rester en vie pour pouvoir être interrogé et surtout pouvoir comprendre ce qui s'est passé et beaucoup plus. À ce moment-là, les scientifiques vont évoluer lentement dans cet appartement exigu et sombre et vont découvrir peu à peu de plus en plus d'indices et de choses très très inquiétantes. Premièrement, ils vont retrouver 2 mains sectionnées qui sont en train de cuire dans le four de la cuisine. Donc elles sont partiellement carbonisées. Les scientifiques vont se retourner pour regarder la victime qui gît sans vie sur le lit et se rendre compte que ça ne lui appartient pas puisqu'elle est toujours propriétaire de ses 2 mains. Donc les mains dans le four appartiennent à quelqu'un d'autre. Des vêtements ainsi que plusieurs sacs féminins sont retrouvés dans l'appartement, couverts de sang, et pareil, probablement n'appartiennent pas à cette femme, puisque cette femme, son sac est proche d'elle, mais surtout il y en a plusieurs. Donc a priori, les scientifiques commencent à se demander s'il n'y a pas eu plusieurs victimes dans cet appartement. Mais la chose la plus glaçante sur laquelle les scientifiques vont tomber à ce moment-là, c'est un banc en bois qui se trouve très proche de la cuisine. Ce banc est couvert d'entailles profondes sur le bois, comme si on y avait découpé beaucoup de choses dessus. Mais surtout, il y a encore beaucoup de traces de sang séché, vraiment on dirait un banc d'exécution de boucher, où il y a du sang, des morceaux de chair, des entailles, enfin vraiment quelque chose s'est passé là de pas sain. Et avec tous les éléments mis bout à bout, les scientifiques commencent à se demander si ce banc-là ne servait pas tout simplement à découper des humains. En parallèle de ça, l'homme qui a été arrêté a été évidemment nettoyé et rhabillé et est placé en garde à vue, mais surtout dans une salle pour interrogatoire. Quand l'interrogatoire commence, c'est le détective Ernst Gunna qui va prendre en charge cette affaire. Il a récemment été élu chef de la brigade des meurtres dans son commissariat et prend tout de suite la responsabilité de faire plier cet homme. Mais l'interrogatoire commence très mal, l'homme n'a pas du tout envie de parler, n'est pas coopératif, ne prononce rien, à part dire qu'il est innocent et que la femme a désiré le voler. C'est tout ce qu'il dit, donc l'interrogatoire est vraiment sans matière à travailler. Mais qui est cet homme? L'enquêteur Ernst va commencer à faire des recherches sur celui-ci, plus poussées, mais nous, de notre côté, on connaît justement son histoire, chose qu'ils découvriront bien évidemment par la suite. Donc nous allons faire un léger bond, grand bond, dans le temps, avant de poursuivre l'interrogatoire que conduit Ernst. L'homme qui se tient devant lui n'est autre que Karl Grobmann, un homme qui est né le 13 décembre 1863 à Ultrüben, en Allemagne. Il est né dans une famille nombreuse, il a 7 frères et sœurs. Son père, Karl, était chiffonnier. Malheureusement, son père était un alcoolique, invétéré, un voyou et quelqu'un d'extrêmement violent avec sa famille, donc ça n'a pas du tout été un exemple à suivre par Karl. Karl va très rapidement abandonner l'école pour se consacrer à du boulot qui puisse lui rapporter un peu d'argent. Les temps sont durs, l'entreprise de son père ne rapporte pas grand-chose, donc il décide, entre guillemets, on va dire peut-être par sa volonté, mais peut-être également sous la contrainte, de trouver un apprentissage pour au moins gagner quelques sous. Il va trouver rapidement un apprentissage dans une boucherie, la boucherie Ferdinand Gliefort. Et pendant cette période, Karl va commencer à développer des pensées et des actes extrêmement violentes, à tel point que ses frères et sœurs auront peur de lui. Pendant son apprentissage de boucher, ce qui va ressortir, c'est que Karl n'a absolument pas peur du sang, n'a pas peur de découper de la chair, de voir des os, enfin, des choses que des gens n'aimeraient pas forcément voir, mais au contraire, il aime beaucoup ça et il y prend goût. Mais en 1879, Karl va se faire licencier par le responsable de la boucherie, puisque ce dernier a décidé que c'était une bonne idée de faire des avances sexuelles à la femme du patron. Voilà, donc il se fait licencier. De 1880 à 1895, il va partir vivre à Berlin, trouver rapidement un travail en tant que boucher, et voilà, faire sa vie, il n'y aura pas trop de grabuge, il n'y a pas de choses qui ressortent de cette période.
Et ensuite, il va décider de traverser tout le sud de l'Allemagne et à ce moment-là, justement, il va commettre plein de larcins, donc des petits vols, il va mendier, il va arnaquer des gens, enfin essayer de trouver quelques sous par-ci par-là, mais pas de la manière la plus douce possible. À ce moment-là, Karl se retrouve seul avec lui-même, seul avec ses pensées qui sont de plus en plus tordues. Ça ne s'arrange pas, ça va justement de pire en pire. Et du coup, ces pensées obscures le hantent, mais surtout se développent de façon drastique. À ce moment-là, il va faire plusieurs peines de prison, des petites, pour des petits larcins, des délits sexuels mineurs, des intrusions, quelques voies de fait. Rien de très transcendant, mais ça, justement, ça explique et ça montre le début, justement, de son parcours criminel. Mais il finira quand même par prendre une peine de 15 années de prison, le 4 octobre 1899, à Bayreuth, pour avoir agressé sexuellement une fillette de 10 ans et une autre de 4 ans dans la même journée. Malheureusement, la fillette de 4 ans décédera quelques jours plus tard suite à l'agression et il prendra 15 années de prison. Quand il va sortir de prison, en 1913, il va retourner à Berlin où il va emménager dans un petit appartement, l'appartement où il sera d'ailleurs retrouvé 8 ans plus tard et l'appartement qui va faire éclater une horreur juste indécente. Retournons à la petite salle d'interrogatoire avec Karl et Ernst qui essaient toujours de le faire plier et de savoir ce qu'il s'est passé. Au retour des agents médico-légaux et de la scientifique, le dossier d'Ernest est conséquent. Les scientifiques vont donner justement leur dossier à Ernst, à la criminelle, pour pouvoir justement appuyer leurs propos durant leur interrogatoire. À ce moment-là, Ernst fait un parallèle. En voyant justement tout ce qu'il y a décrit dans ce rapport, il se rend compte que l'homme qu'il a en face de lui est l'auteur d'un meurtre il y a quelques heures, mais peut être également l'auteur de quelque chose qui traîne sur leurs bras depuis bien longtemps, 3 années maintenant. En effet, depuis plusieurs années, des restes de femmes sont régulièrement retrouvés dans l'Engelbecken, un canal du centre-ville, de Luisenstadt, à Berlin. Le problème, c'est que les restes retrouvés des femmes dans ces canaux-là, parce qu'il y a 2 canaux où ils sont retrouvés, c'est toujours des morceaux, c'est jamais des femmes entières, donc très compliqué de les identifier, mais sauf que le nombre de victimes ne cesse d'augmenter, et le nombre de restes retrouvés n'arrête pas d'augmenter depuis 3 ans. Sans réussir à mettre la main sur quelqu'un. Surtout que le problème, c'est qu'à cette période-là, nous sommes justement dans une période d'après-guerre. Et le quartier ciblé est l'un des quartiers les plus pauvres de Berlin, où la criminalité justement fait rage. L'insécurité était extrêmement prononcée, il y avait beaucoup de prostitution, donc la police a souvent mis ce genre de crimes sur des crimes isolés, voilà, des crimes entre personnes, des prostituées, des gens pauvres, qui fait qu'au final, ils n'ont pas réellement pensé à un tueur en série qui pouvait sévir à ce moment-là. Le problème, c'est que Karl, dans son siège, dans la pièce d'interrogatoire, reste complètement muet. Et Ernst, voilà, il a quand même de l'expérience, comprend rapidement que cet homme ne dira rien. Donc, il va décider d'enquêter plus en profondeur sur Karl en lui-même, s'ils n'ont pas des antécédents, et surtout essayer de comprendre certaines choses pour pouvoir le relier aux potentielles victimes des canaux. Et après vérification, eh bien, il se trouve que le commissariat connaît très bien Karl. Depuis 3 ans, donc depuis 1918, Karl se rend régulièrement au commissariat pour porter des plaintes au sujet de femmes de ménage qu'il aurait engagées et qu'il aurait volées. Faut savoir qu'on parle à ce moment-là de 40 à 50 plaintes enregistrées par Karl pour du vol. Après une légère recherche, puisque les plaintes ne donnaient jamais rien, puisqu'il n'y avait jamais de preuves, après une légère petite enquête, ils se rendent compte que toutes les femmes concernées par les plaintes de Karl ont disparu. Elles se sont volatilisées sans laisser de traces du jour au lendemain. Étrange comme coïncidence. Mais à ce moment-là, l'enquêteur se demande comment un homme qui vit dans un tout petit logement exigu, qui n'a pas trop d'argent, etc., pouvait se permettre d'engager constamment des femmes de ménage. Ça reste un coup. Encore une fois, n'oublions pas que à ce moment-là, nous sommes en 1918, la guerre se termine, la pauvreté et l'insécurité fait rage, les gens ont besoin d'argent par tous les moyens. La prostitution est quelque chose de très répandu à ce moment-là, et Karl a tout simplement décidé d'alpaguer ces femmes pour leur proposer quelques pièces en échange de services de nettoyage chez lui. Les femmes ayant besoin d'argent de façon extrême l'accompagnaient constamment et acceptaient justement d'aller faire ce travail chez lui et l'accompagner à son appartement. À ce moment-là, quand l'enquête de voisinage sera faite, donc les voisins de Karl seront interrogés à son sujet, les voisins diront que Karl ramenait constamment de nouvelles femmes chez lui, des femmes jeunes, des femmes belles. C'était déjà très étonnant, eux ils se demandaient comment il arrivait à faire pour ramener autant de femmes chez lui, mais surtout, il y avait beaucoup de femmes qui rentraient chez lui, mais très peu en ressortaient. Il les voyait quasiment jamais ressortir de chez lui. Donc là, doucement, le fil est remonté et doucement, l'enquêteur commence à monter son dossier de façon extrêmement solide. Et surtout,
Les scientifiques sont repartis à l'appartement et ont fouillé les alentours également et vont retrouver de nouveaux restes de femmes, de nouveaux restes humains. Mais quand Ernst lui montre toutes les preuves, toutes les choses qui sont contre lui, Karl n'en démord pas, il est innocent, cette femme l'a volé, il n'a fait que se défendre. Et c'est un homme qui a la voix qui porte, quelqu'un de convaincant, malgré les apparences, et il va être tellement convaincant qu'il va réussir à convaincre un avocat de renom de le représenter et de le défendre. Mais la police, elle est tenace, elle ne veut pas laisser tomber cette affaire, et surtout elle a compris qui elle tenait en face de lui. C'est pourquoi elle va lancer une énorme investigation d'appel à témoins, au cas où des femmes auraient pu ressortir de l'appartement et témoigner contre Karl. Et ils ne seront absolument pas déçus, puisque ce n'est pas moins de 20 femmes qui vont venir se présenter au commissariat en expliquant chacune leur histoire et comment elles ont réussi à s'échapper de chez Karl Grossmann indemnes. Si on peut dire, psychologiquement elles sont détruites, mais indemnes. Elles sont toutes, sans exception, prêtes à témoigner de la cruauté de ce personnage et des horreurs qu'elles ont pu voir dans son appartement. Entre-temps, après leur recherche, la police estime avoir assez de preuves pour relier Karl Grossmann à 23 autres homicides commis dans la région à ce moment-là, liés à des retours de restes retrouvés dans les canaux, mais également justement au fait de pouvoir le relier sur des plaintes qu'il avait déposées. Et quand je dis 23 autres, c'est 23 autres en plus de l'homicide qu'il a commis chez lui le soir du 21 août 1921, le meurtre de Marie Nitsch. Avec la pression et le temps passé dans les salles d'interrogatoire, Karl va finir par avouer aux autorités seulement 3 meurtres et en prendre la responsabilité, mais absolument pas les autres. À ce moment-là, du coup, un procès aura lieu, et surtout au vu des éléments retrouvés au domicile de Karl, mais aussi ses aveux, la peine de mort est envisagée. Mais pendant que la police et l'avocat se disputent des termes, justement des preuves, la légitimité de certaines choses, et bien malheureusement, Karl Grossmann va sauter la vie dans sa cellule, grâce à une corde qui va déchirer de ses draps, l'accrocher à un clou et se pendre tout simplement devant la porte de sa cellule. Laissant les enquêteurs sans réponse à toutes leurs questions, mais surtout, on ne saura du coup jamais réellement s'il était bien l'auteur de ces crimes. À ce moment-là, les enquêteurs estiment le nombre potentiel de victimes de Karl Grossmann à, entre 26 et 50 victimes, sachant malheureusement qu'une centaine de femmes avaient disparu dans les alentours durant la même période. Donc c'est une estimation, donc ça aurait pu être beaucoup plus important. Mais surtout, il existe quelque chose de horrible qui se cache derrière tout ça. Déjà, premièrement, n'oublions pas qu'on a retrouvé des mains carbonisées dans son four. Certains pensent qu'il le faisait pour s'en débarrasser, mais d'autres pensent que tout simplement cet homme consommait la chair de ses victimes en les faisant mijoter, en mangeant certaines parties du corps de ces femmes une fois les avoir tuées, ou peut-être même avant. Il n'y a pas de réelles preuves concernant cette hypothèse, mais effectivement, quand on regarde un petit peu, on se rend compte que sa table de boucher, peut-être qu'il se débarrassait de certaines parties du corps dans les canaux de la ville, mais que le reste, il vient le consommer. Et pourquoi on pense ça? Parce que Karl Grossmann possédait à ce moment-là un stand de saucisses et de viande proche de la gare de Silésie. Il vendait de la viande à ce moment-là. Il faut savoir qu'en après-guerre, se procurer de la viande était très compliqué. C'était hors de prix, cher, et forcément les gens n'avaient pas les moyens de se nourrir de viande. Donc que ce soit pour les particuliers, mais également les grossistes et les revendeurs, avoir beaucoup de viande est compliqué. Les boucheries avaient du mal à s'en sortir, et Karl Grossmann, lui, vendait beaucoup de viande, mais avait beaucoup de viande, et c'était bizarre. Et surtout, il approvisionnait aussi d'autres boucheries et d'autres centres commerciaux, si on peut dire, de l'époque, des épiceries, tout ça, en viande. Mais où allait-il chercher cette quantité de viande, tandis que les autres ne pouvaient pas en trouver? C'est à ce moment-là que la plus grosse hypothèse va naître et la plus sordide. Vous l'avez compris, il y a de grandes chances qu'à ce moment-là, Karl Grossmann, pour se débarrasser de ses victimes, consommait leur chair, mais également transformait la chair de leurs victimes en saucisses, mais également en boîtes de conserve de viande, qu'il revendait ensuite dans son stand, comme de la viande de bœuf ou de porc, peu importe, et revendait également aux grossistes. Voilà. Donc à ce moment-là, dans cette ville-là, en après-guerre, beaucoup de gens ont pu consommer de la chair humaine. À leur insu, bien évidemment. Ce qui a évidemment effrayé la chronique. Les gens étaient paniqués à l'idée d'avoir pu consommer de la viande humaine. Et surtout, aujourd'hui, on ne sait pas encore combien cet homme a fait de victimes, s'il avait des complices, si des gens étaient au courant de ça. Il y a une autre affaire dans le même style qui s'est passée évidemment à la même période en Allemagne. Si vous voulez, je vous en ferai une vidéo. Bon, ça reste des vidéos assez courtes parce que l'histoire, elle date maintenant. Et puis bon, vous n'avez pas
beaucoup d'images forcément. Je vous mets ce que je peux mais j'ai pas grand chose. Mais du coup ça a évidemment effrayé les gens de se dire que ils ont consommé de la chair humaine à leur insu. Cette vidéo n'est pas très longue, c'est une affaire criminelle assez rapide. J'ai trouvé cette affaire tout simplement dans la liste d'affaires criminelles de tueurs en série sur Wikipédia. Oui. Je regardais un peu la liste des tueurs en série qu'il y avait dessus et je connaissais pas du tout cette histoire. Et en fait je regardais là où il y avait le plus de victimes et j'étais surprise et horrifiée par l'histoire vraiment. Bien qu'elle soit courte à raconter, j'avoue qu'elle est très sordide. C'est la violence des choses, et puis il faut pas oublier qu'en après-guerre, souvent il se passait énormément d'histoires comme ça. Il en existe plein, il en existe une autre durant la Seconde Guerre mondiale aussi, où quelqu'un faisait... Enfin, c'est toute une histoire, je pense que je vous la traiterai, mais elle est connue, donc je sais pas si ça vous intéressera. Parce que mon but c'est pas de faire des vidéos que tout le monde a fait, bien que celle-ci, je pense qu'elle existe déjà en vidéo. Je regarde de temps en temps voir si elle existe, et il me semble que je l'avais vue. Donc, je suis désolée, je pourrais pas traiter constamment d'affaires peut-être qui sont complètement inédites. Malheureusement, des gens qui font des faits divers sur YouTube, il y en a plein et depuis longtemps. Donc forcément, il y a beaucoup d'affaires qui ont déjà été traitées. Je pense que vous la connaissiez celle-ci. J'espère vous avoir apporté quelques précisions. Je continue de faire mes petites recherches toujours moi de mon côté, mais je m'inspire pas des gens. J'aime bien aller chercher mes informations, enfin les sujets que je traite sur internet, et malheureusement parfois je tombe sur les mêmes que d'autres personnes. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, de liker cette vidéo si c'est le cas, mais également de la partager à vos proches pour essayer de faire grandir un maximum la chaîne et me donner de la force, ça me ferait hyper plaisir. Sur ce, n'hésitez pas à aller sur ma boutique, de me soutenir via cette boutique parce que forcément c'est mon métier actuel. Et sur ce, écoutez, je vous dis à lundi prochain pour une prochaine vidéo. Adieu.